Vous écoutez Asphalt Jungle, le podcast littéraire de Philippe Manche. Chaque premier du mois, un nouvel épisode vous attend sur toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker le podcast, le commenter, le partager et surtout à en parler autour de vous. Bonne écoute. Ouais, on peut sonner. On est un peu à l'avance. T'as tes livres qui sont J'ai tout. Bon, bah écoute, c'est parti. Bonjour Pascal, c'est Philippe. Merci. Ah non. Voilà. Bonjour, c'est Pascal Fontenot, vous écoutez Asphalt Jungle. Toc, toc, toc. Je te présente mon camarade Pierre-Étienne, Pascal. Salut. Très bien. Votre bureau, on rentre dans votre bureau. L'affiche de Polar & Co, le festival, on en parlera probablement tout à l'heure. Parce que c'est ça, il y en a eu beaucoup. Et effectivement, beaucoup de séries noires. Voilà. Comme vous avez été publié dans la série noire, vous aviez droit à avoir tous les séries noires gratos ? Pas du tout. C'est en fait, c'est à l'envers. C'est parce que j'ai beaucoup lu la série noire que je suis un jour rentrée dans la série noire. Et je sais beaucoup lu la série noire parce que mon père était un grand lecteur de séries noires. Il y a des photos où on voit, pendant les vacances, il est là en train de lire une série noire et moi j'ai 1 an, 2 ans en fait. Ouais. Donc on est quand même très... Et après j'ai récupéré effectivement toutes ces séries noires. Et puis j'ai fait beaucoup de critiques et donc je recevais des séries noires quoi. Mais bon, non, ça c'est des trucs que j'ai reçus, que j'ai eus au fur et à mesure en fait. Et on lisait beaucoup chez vous, votre maman lisait aussi ? Ouais. Mais c'est-à-dire que j'ai une double nationalité, Ouais. donc ma mère est allemande et mon père est français. Et il lisait beaucoup, ouais, beaucoup. Ma mère en allemand, mon père en français, naturellement. Et beaucoup de tout, en fait. Donc des séries noires et beaucoup de livres historiques, sociologiques, c'était des grands lecteurs. Enfin, il y avait des livres à la maison. Et qu'est-ce qui vous plaisait ? En fait, la série noire en tant que lectrice, vous avez quel âge ? Vous êtes déjà à Bruxelles, à l'ULB ou... Je dis toujours, moi je suis passée de Fantomette à la série noire. C'est un Vraiment, c'est ça. Et puis la série noire, c'est aussi une littérature engagée, une littérature sociétale, une littérature qui dénonce les inégalités, quelles qu'elles soient. Le Patrick Rénal, qui a été donc un patron de la série noire du temps où j'ai été publié à la série noire. C'est en 90... Vous, c'est 92 C'est, ouais, 92. Confidence sous l'escalier. Exactement. Et donc lui disait que si les Martiens descendaient un jour sur Terre, pour connaître les 50 premières années, enfin les 50 années, en fait, donc 1950, 1960 et plus tard, qu'ils lisent la série noire, en fait. Ils auront vraiment un aperçu du monde. C'est ça, c'est des livres qui parlent de nous et qui parlent du monde. Pour celles et ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être moins familiers du genre noir, l'ADN de la série noire, ce serait quoi ? Ça, c'est le monde et l'individu dans le monde, en fait. Et la place qu'il a dans le monde d'aujourd'hui. La place qu'il a dans le monde d'aujourd'hui. Parce qu'à la différence, justement, de la veine plus anglaise, plus thriller, où il y a des institutions qui fonctionnent, on va voir un policier, la justice le fait son travail. le FBI. Exactement, on voit des choses, et puis au bout du bout, la morale est plus ou moins sauve, en fait. À la série noire, les flics font pas leur boulot, donc du coup, c'est là que sont nés les détectives privés. Pourquoi ? Parce que les flics faisaient pas leur boulot, parce qu'ils avaient un coupable idéal et c'était pas le vrai coupable. Ils étaient corrompus, donc il y a eu et donc tous ces dysfonctionnements de la société apparaissent dans la série noire et sont souvent, alors c'est pas dénoncé parce que c'est pas vraiment non plus des livres sociologiques ou journalistiques, mais en fond, il y a un sous-texte. On comprend, on voit l'évolution, par exemple, de la guerre du Vietnam chez les Américains. Donc au début, les héros qui reviennent du Vietnam, et puis après, on les voit à quel point ils sont cabossés et qui deviennent eux-mêmes
des héros à l'envers, enfin, qui deviennent tueurs en série, etc., et que leur traumatisme justifie, entre guillemets, un certain nombre de leurs comportements. Ah, moi, ici, je bouge plus, là. C'est propice à... Ici. Ah ouais, non, c'est ça. Sur la porte, il y a marqué « La réponse est non ouais. ». En fait, parce que, donc, quand je travaille ici, mes enfants étaient à l'époque, parce que maintenant ils sont tous partis dans la maison, ça ne servait à rien de venir ici me poser Maman une question. Maman était pas dispo. Tu peux venir, tu me poses la question, mais la réponse, ça va être non. Parce que je ne peux pas, comme ça, voilà. Donc, la réponse est non. C'est pour ça que je dis ici, pas mon bureau, c'est ici que je vis, en fait. Hein. Parce que c'est ici aussi que je passe le plus de temps. Un petit mot de présentation, Pascale Fontenot, avant d'évoquer ce recueil d'une bonne dizaine de nouvelles, très exactement. Journaliste de formation, vous avez été une des premières femmes à être publiée dans la prestigieuse Série Noire, où vous faites vos débuts avec Confidence sur l'escalier. Avec vos 2 premiers romans, Le Précité et État de l'âme, où un narrateur est une lame de couteau assassine. Vous imposez un style et une forme oblique et décalée pour parler du monde d'aujourd'hui. Vous avez écrit une vingtaine de romans, des pièces radiophoniques, de la littérature pour jeunesse, et vous êtes à la base du festival Polarenco qui accueillit au début des années 90 une flopée d'autrices et d'auteurs dont James Ellroy. Avant de vous écouter lire un extrait de votre nouveau recueil de nouvelles, je me permets de rappeler que Belgique avec S, le titre d'une collection dans laquelle figure aussi Kenan Gorgoun, qu'on embrasse au passage, Myriam Leroy ou Colette Nismazur. Chaque recueil est écrit par un seul auteur, est un portrait en mosaïque de la Belgique. Des paysages, des ambiances, du folklore, des traditions, de la gastronomie, de la politique, des langues. Tantôt humoristique, tantôt doux, amer, chacun de ces tableaux impressionnistes est le reflet d'une Belgique. Celle de l'auteur, c'est aux éditions Caire. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet ? C'est la proposition. Moi, j'aime beaucoup écrire des nouvelles, donc c'était la proposition. En plus, je trouvais ça rigolo d'écrire sur la Belgique. Vous avez peu écrit, d'ailleurs. J'ai peu écrit. Alors, très curieusement, chaque fois que j'ai écrit sur la Belgique, c'était souvent des histoires de gens qui venaient de l'extérieur et qui découvraient Bruxelles. En fait, j'ai écrit une nouvelle qui était dans Tourisme et Polar chez Baleine qui s'appelait Malbec, avant Malbec. J'ai écrit aussi Le Poulpe se passait aussi à Bruxelles. J'ai écrit un livre pour enfants qui s'appelle aussi Carnaval à Bruxelles. Donc, chaque fois, parce que comme ça, on peut parler de Bruxelles. Sinon, moi qui fais des histoires souvent au 2e degré, c'est parfois compliqué. J'étais publié essentiellement en France. C'est un peu parfois compliqué de faire du 2e et du 3e degré avec des personnes qui comprennent pas forcément. Donc, ou alors faudrait faire des notes de bas de page tout le temps. Donc bon, ça s'est pas trouvé. En plus, quand vous parlez d'un endroit défini, ça devient un personnage, en fait. Et moi, mes histoires se passent dans des endroits, habituellement mes romans, se passent dans des endroits où on pense des villes européennes ou des banlieues, on voit plus ou moins, mais c'est rarement identifier l'endroit particulier, parce que sinon, ça devient un personnage, et vous devez coller à la réalité. Bon, le plaisir de la fiction, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut, donc, et quand vous faites la réalité, vous pouvez pas, par exemple, aller jusqu'à la Porte de Halle en prenant la rue Blas dans un sens, parce que sinon c'est interdit, et donc vous êtes cadenassé, en fait, par la réalité. Et donc l'avantage, c'est de pouvoir faire sauter tous les verrous et de pouvoir écrire ce que vous voulez. Donc là, dans le recueil de nouvelles, c'était l'idée, quand on m'a posé la question sur la Belgique, j'ai dit, ok, moi, la Belgique, pour moi, c'est Bruxelles. Hein. Donc, et je dis à l'extérieur souvent, on me demande d'où je viens, je dis, je viens de Bruxelles. Et donc, ça m'intéressait de faire ça, de parler des communes, en fait, et de parler aussi des moyens de communication entre les différents endroits et comment on se déplace à Bruxelles, c'est en bus. Essentiellement en transport en commun. C'est pas la première fois que vous écrivez des nouvelles, Pascale Fontenot. Qu'est-ce qui vous plaît ? Qu'est-ce que vous affectionnez dans cette forme
J'aime beaucoup la forme courte. J'ai toujours, si on compare la littérature à l'athlétisme, moi je serais pour le 100 mètres en fait. Et pas pour le marathon. Pas pour le marathon en fait, parce que j'aime bien le côté bref en fait. Donc vous avez une idée, il faut la mener. Et puis après, la chute, en fait, c'est ça. L'art de la nouvelle, c'est l'art de la chute. Hein, donc sinon, ça n'a pas... Bien sûr, ça n'a pas beaucoup de sens, quoi. Et donc, dans un roman, c'est beaucoup plus compliqué. D'abord, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de... Et donc, arriver à une chute surprenante, c'est parfois un peu plus compliqué. Enfin, il y a plusieurs chutes, en fait, je veux dire, dans un roman. Et un roman, c'est un an... Ouais, c'est une autre discipline. C'est une autre discipline. Et puis, et je crois que c'est pour ça que je fais des structures parfois un peu compliquées. Parce qu'on se fait chier, en fait. C'est long, hein, donc c'est ça. Un an avec les mêmes personnages, parfois c'est long. Et donc, c'est bien d'avoir un cadre. Et donc, j'aime bien jouer avec les cadres, les structures, à cause de ça. Pascale Fontenot, je vais vous inviter à lire au choix un extrait d'une de vos nouvelles. Alors, je vais vous lire Simonis, en fait, qui est une des histoires qui se passe dans les transports en commun. Qui est une station de métro à Bruxelles. Station de métro de Bruxelles qui est... vous verrez. On vous écoute. Précédemment, existait à Bruxelles une ligne de métro très audacieuse dont les 2 terminus portaient le même nom. Simonis. Passant par la gare du Midi, cette ligne obligeait donc les passagers arrivant de Londres, Paris ou Amsterdam à s'agglutiner devant les guichets et à se confronter d'emblée à cette question quasi métaphysique, Simonis ou Simonis? Pour le prix d'un ticket de métro, chacun pouvait ainsi vivre une expérience surréaliste, qui, ici, n'est pas qu'une figure de style. Après des années d'existence, un jour, cette sublime incohérence finit hélas par disparaître. Vaincue par un réveil tardif de l'administration, la ligne va désormais de Simonis à Elisabeth. Adieu la poésie. Heureusement, sur le même réseau a longtemps subsisté le bus allant de l'aéroport au centre-ville, qui selon les heures et les jours affichait soit le numéro 12, soit le numéro 21. Souvent perturbés par le décalage horaire, les voyageurs venant cette fois de Chine, de Papouasie ou du Sud Kivu pouvaient donc, eux aussi, vivre ces instants magiques propres aux aberrations, les uns cherchant le 12, les autres le 21. Fidèle à la réputation du pays, ce petit bonheur aurait pu se prolonger pendant des siècles et des siècles, sauf que, un matin, les bus 12 et 21 ont arrêté de se faire passer l'un pour l'autre. Seul le 12 va désormais jusqu'à l'aéroport. Que penser de tout cela? Que le monde est rentré dans le rang et que la fantaisie peine à exister. Tristesse. Merci Pascale pour cette lecture d'un recueil où l'on retrouve votre sens de la narration, votre sens de l'épure, mais aussi des clins d'œil ou clins d'yeux à Brel, à Arnaud, au réseau de la STIB, la Société des Transports Publics Bruxelloise, et même à la Royale Union Saint-Gilloise, je vous remercie, le club de mon quartier. Dès la première nouvelle, Angèle s'est mise à chanter, qui se déroule à Schaerbeek. J'ai relevé une phrase qui cristalliserait presque l'entièreté de votre travail, même si je vous avoue ne pas avoir lu votre 20aine de romans. Cette nouvelle drôle et acide raconte l'équilibre d'un père de famille entre l'amour inconditionnel pour ses 2 enfants et sa femme, et un père qui n'a cesse de le rabaisser et de l'humilier. Et vous écrivez, je cite, « Sans le savoir, pour Grégoire Patou, ce matin-là fut le point de départ du grand basculement. » C'est ce grand basculement que je souhaite évoquer, Pascale. C'est ce qui vous plaît lorsque vous racontez des histoires, ou comme lorsque Hélène accepte de rencontrer l'inconnu dans Comment et pourquoi j'ai mangé mon amant, ou quand Henri, dans Propriété privée, se retrouve embrigadé par un voisin
à l'insu de son plein gré. En fait, on a vraiment l'impression que quand vos personnages doivent tourner à droite, ils ont tendance à tourner à gauche. Oui, mais c'est pire que ça, c'est qu'ils croient qu'ils peuvent tourner à droite, mais en fait, ils peuvent pas. En fait, c'est des gens... c'est comme nous tous, enfin, on a tous des ambitions, mais qui sont parfois au-dessus de nos capacités, en fait. Et donc, dans, effectivement, mes romans, ce sont toujours des gens qui se disent « je vais aller là », en fait. Et ils savent où ils veulent aller. Mais en fait... ils rêvent un peu au-dessus de... Alors, c'est pas tellement leur capacité, mais une méconnaissance du monde, en fait, qui fait qu'ils vont pas y arriver. Enfin, c'est quoi ? C'est une certaine naïveté qui vous touche chez ces gens-là ? C'est une certaine candeur ? c'est plutôt comment on se raconte des histoires, en fait. C'est effectivement, dans un autre roman, c'est une femme qui voit arriver 2 enfants qu'on recherche partout, et elle se dit, la bonne affaire, je vais les ramener au commissariat, je vais passer à la télé, donc elle se fait vite un peu voilà, elle se change pour aller en se disant bon, la télé, ma mère va me voir, faut que je présente bien. Il faut que je présente bien, voilà. Et en fait, quand elle dit ça aux enfants, bougez pas, on va aller au commissariat, et les enfants disent si on va au commissariat, on dit que c'est vous qui nous avez enlevés. Donc voilà, c'est ça. C'est après, le destin joue avec nous, le monde joue avec nous. Donc je pense qu'il faut avancer en connaissant un peu le maximum de ce qu'on peut connaître du monde, mais on est toujours surpris. Et donc là, c'est des gens qui dans propriété privée, c'est un groupe de voisins qui se mettent ensemble pour surveiller le quartier. Et en fait, un jour, ils trouvent un cadavre. Mais en fait, ils n'étaient pas là pour ça. Eux, c'était pas prévu sur le plan. Ah ben non, leur plan à eux, c'était d'être ensemble et de chercher, en fait. Et puis l'objectif, c'est ça, et l'objectif de ces trucs de surveillance de quartier, c'est plus un truc de dynamique de groupe, de se rencontrer, d'être ensemble et d'avoir un but, de rechercher. Mais le jour où ils trouvent quelque chose, ils savent pas trop quoi faire, en fait. Alors je me posais la question, parce que vous avez étudié le journalisme à l'ULB. L'impact de vos études et de votre formation dans votre écriture, c'est un peu ce que vous dites finalement. En peu de mots, il y a quand même une épure dans votre écriture. En peu de mots, en quelques détails, on est tout de suite au cœur de l'action entre guillemets. Alors, effectivement, j'ai fait des études de journalisme. J'ai fait mon mémoire sur les faits divers. C'était déjà... parce que c'est ça qui m'intéresse. Les faits divers, ce qui m'intéresse dans les faits divers, c'est que c'est le seul endroit, enfin maintenant ça n'existe presque plus dans les journaux, mais c'est le seul endroit avec les nécrologies où vous citez les gens, en fait. Ailleurs, vous êtes des téléspectateurs, des consommateurs, des électeurs, des boursiers même, voilà. Dans les faits divers et dans les nécrologies, on dit c'est Madame Dupont qui s'est fait casser la gueule par Monsieur Machin, ou c'est Monsieur Machin qui s'est fait cambrioler. À tel endroit, il s'est passé ça. Et ça, c'est vraiment... c'est la vie, en fait. Bon, alors j'ai fait mon mémoire là-dessus, et de fait, le journalisme oblige à écrire efficacement. Il y a une rigueur. Il y a une rigueur dans l'écriture, parce que vous savez la place que vous avez. Donc ça sert à rien de vouloir écrire 14 pages, parce qu'il y a juste une colonne, tu as juste 1000 signes, donc tu te démerdes pour tout foutre dans les 1000 signes. C'est l'art du titre aussi, donc j'aime bien faire des titres. Et l'art de la chute, ça vous aimez bien aussi. Et l'art de la chute, parce que même si dans les articles, c'est pour ça qu'on met l'essentiel au début, parce que parfois on est coupé, la chute est coupée parce que c'était trop long, en fait. Mais en tout cas, intéresser des gens qui ne seront pas forcément intéressés. Donc vous écrivez des choses. Si vous écrivez un menu pour votre mariage, les gens vont lire à coup sûr, en fait. Mais quand vous écrivez dans le journal, en fait, les gens regardent et le picorent, donc lisent un article et pas l'autre. Donc si vous voulez que ce soit votre article qu'ils lisent, il y a quand même intérêt à avoir un bon titre et un beau chapeau. Un bon titre, et puis comme ça, de quoi donner à manger à ceux qui vont lire. Pascal Fontenot, j'ai une petite surprise pour vous. Super. J'ai sollicité quelques consoeurs et confrères, et je vous propose donc une petite boîte à questions. Je vous invite à me proposer un chiffre entre 1 et 5 et découvrir
Qui a bien eu l'idée de vous poser une question ? Ok, 3. Alors, 3. Eh bien, c'est Cédric Fabre, figurez-vous. Ça vous plaît, hein ? Ouais, c'est ça. Ça me plaît parce que c'est le soleil, c'est Marseille. L'auteur de romans noirs marseillais, fan des Clash et du groupe belge Feu Lévis-Met. Ma chère Pascale, on se connaît depuis 25 ans, même si, et je le regrette et espère qu'on y remédiera, on ne s'est pas croisés depuis longtemps. J'avais adoré La puissance du désordre, paru en 1997 aux éditions La Baleine, et 2 ans plus tard chez Folio. Avec d'autres auteurs, on se rejoignait dans nos fictions sur la façon dont la violence sociale produisait des détraqués. Aujourd'hui, on est sidéré par la violence inédite du néolibéralisme, par le côté tangible de ce fascisme qui s'installe. Je te pose une simple question que je me pose aussi. Comment fais-tu pour écrire encore, pour estimer qu'il y a encore du sens à écrire des romans et projeter que cela sert à quelque chose ? Je sais qu'en apportant des réponses, avec ton optimisme et ton humour, tu nous donneras à tous et à toutes des forces et des ressources. Je t'embrasse from Marseille, avec amitié, Cédric. C'est charmant, hein, c'est ça. Alors c'est rigolo parce que La puissance du désordre, c'est l'histoire dans la piscine avec les gens qui ont été enfermés par un collègue. Et donc oui, la question est compliquée, mais de l'autre côté, je pense, j'ai arrêté de me poser cette question. En fait, c'est très compliqué. L'écriture est compliquée pour plusieurs raisons. Parce que c'est compliqué en soi. Alors c'est pas une souffrance, mais c'est juste. C'est dans un temps où tout va très vite, l'écriture et la lecture sont lentes, en fait. Et je trouve que ça, c'est déjà une forme de résistance. C'est-à-dire que vous choisissez une activité lente. Quand vous lisez un livre, vous vous extrayez de ce monde de production insensée, débile, enfin, mais production insensée. Vous choisissez de vous arrêter pour faire une activité non rentable qui ne vous apportera que des choses à vous-même, et vous vous arrêtez surtout de produire pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Déjà, ça, c'est formidable. Ça, c'est pour la lecture. Pour l'écriture, effectivement, je pense un peu... de toute manière, j'ai pas trop le choix, mais je sais faire que ça, en fait. Il est trop tard. À mon âge, je commençais à essayer d'imaginer une autre forme d'activité. La danse classique, c'est foutu pour moi-même. Et donc, et je crois que je sais le faire. Et peut-être qu'on a l'obligation de faire ce qu'on sait faire. Ça fait maintenant, effectivement, donc depuis très longtemps que j'écris. Donc j'ai quand même acquis une certaine pratique, et je trouve que ce serait gâché de ne pas le faire. Donc alors est-ce que je continuerai à écrire si personne ne me lit ? Ça c'est une autre question, j'en sais rien en fait. Donc vous avez choisi le 3, il vous en reste 4. Le 4. Le 4. Ah, c'est marrant, c'est une question d'Annick Janssens, qui est une amie de longue date et qui est une fidèle correctrice. Ouais, c'est ma lectrice alpha. Voilà. Je cite, tes personnages sont de ceux qu'on ne remarque pas, des anonymes, auxquels tu offres un nom, une vie, mais il suffit d'un rien pour faire basculer leur quotidien, toujours sur le fil. Ils ne sont jamais vraiment innocents. Pas même le lecteur, d'ailleurs, une petite précision mise entre parenthèses, un signe de ponctuation que tu affectionnes particulièrement. Qu'est-ce que tes personnages disent de toi et qu'aimerais-tu qu'ils te disent en retour ? C'est une bonne question aussi. Qu'est-ce que j'aimerais qu'ils me disent ? On fait un dîner. J'aime bien les dîners. Voilà. Alors du coup, je leur dirais, c'est pas grave. Je leur dirais, allez, petit effort quand même. Voilà, on fait un dîner. Et donc, mais alors de moi, évidemment, donc je parle pas de moi, je fais pas du tout d'autofiction, et donc mes histoires ne sont pas des histoires de ma famille ou je sais pas quoi. Mais évidemment, ça parle un peu de moi, donc ça parle de ce que je pense. De ce que vous pensez du monde, il faut un peu gratter. Oui. Et puis surtout, alors c'est ça, moi j'aime bien les parenthèses en fait dans mes histoires, parce que ça met le décalage. Donc vous dites quelque chose et vous pouvez faire une petite précision entre parenthèses, du genre dans le titre, c'est pour ça que je voulais ça dans le titre, comment et pourquoi j'ai mangé mon amant.
Et parce que voilà, c'est très subtil. Et donc j'aime bien ça parce que ça vous oblige à à prendre la distance. Et un petit pas de côté aussi. Un petit pas de côté et de la distance. Et c'est vraiment, et ça c'est une attitude qui m'est assez familière. Quand vous avez une discussion, une réunion trop sérieuse, en général, je fais une blague, en fait, parce que bon, faut pas ajouter la gravité à la gravité. On se détend un peu. Ah oui, et puis c'est surtout, bon, ça va, donc faut pas non plus s'imaginer qu'on est en train de sauver le monde, hein, donc on fait juste une réunion à la con, sur un truc à la con, donc pas grave. Alors, il vous reste le 1, le 2 et le 5. Ah bah la 1. Ah tiens, Jean-Christophe Tixier, cofondateur du festival Un aller-retour dans le noir, dont l'excellent et visionnaire La Ligne vient de sortir en poche, vous l'avez lu ? Ah oui, ben oui. 2 points, ouvrez les guillemets. Quand on parle de belgitude, on convoque souvent l'ironie, l'absurde, un rapport décalé au tragique. Des choses que l'on retrouve dans bon nombre de tes romans. Comment est-ce qu'elles se manifestent dans ton écriture, de manière consciente ou malgré toi ? Aurais-tu écrit de la même manière si la Belgique n'était pas devenue ta terre d'adoption ? Et quid des grenouilles dans tout ça ? Oui, c'est ça. Est-ce que j'aurais écrit de la même manière si mes parents n'étaient pas franco-allemands ? Ce qui m'aurait... Quand vous étudiez... donc j'ai été élevée en France, donc quand vous étudiez l'histoire que vous êtes en France, dans le fin fond de la Bretagne, c'est clair que c'est les Boches, on disait encore, qui ont été battus par les Français, hein. Et quand vous entendez les histoires chez vous, en fait... au sein de votre cellule familiale. C'est beaucoup plus complexe que ça. Sûr, hein, ouais. Donc, qui a gagné ? Évidemment, donc, bon, c'est clair, donc il y a un régime qui a été abattu, qui est le régime nazi, enfin, tout ce système et tout ce qui a découlé. Mais bon, de l'autre côté, voilà, là, j'entends les histoires de mes parents, c'est la même, les grands-parents, donc c'est la mort, l'histoire, donc la souffrance des enfants devant ce genre de choses, c'est la même souffrance, c'est ça la guerre, hein, c'est la souffrance il est universel, identique, exactement. Ouais. Mais alors après, avoir cette vision un peu manichéenne de les Français ont gagné, les Allemands ont perdu, donc ça vous oblige directement à vous dire que le monde est quand même plus complexe que ça. Et donc voilà, c'est la complexité. Donc, de comment on écrit, c'est comment on est fait. Et donc, est-ce que j'aurais écrit... D'où on vient. J'ai eu des enfants. J'ai des enfants. Je travaille. Je vis ici à Bruxelles. On a déménagé. J'habitais avant la campagne. Donc, ce qui est sûr, c'est que je n'aurais pas écrit si je ne m'étais pas ennuyée. Ça, c'est la seule chose dont je suis sûre. Je me suis beaucoup ennuyée. Et donc, du coup, je me suis raconté beaucoup d'histoires. Et voilà. Donc, c'est ça qui fait la base de... Et je continue à raconter des histoires parce que je m'ennuie. Et dans ce monde très agité, arriver à s'ennuyer, à retrouver ce vide propre à l'ennui, c'est-à-dire au moment où vous touchez le fond et vous n'avez rien pour vous distraire, alors vous inventez des histoires, vous racontez une histoire. Et recréer ce vide-là dans un monde si agité où le téléphone peut-être c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que ma maison est toujours rangée. C'est pour ça, parce qu'il faut pas qu'une mouche passe en me disant, mais Pascal, quand même, il faudrait peut-être dégeler le congélateur. Est-ce qu'il faudrait peut-être pas un peu... Là, non, rien. En fait, pour arriver à ce rien où vous dites, vraiment, il n'y a rien, donc je dois inventer un truc, en fait. Il nous reste la 2 et la 5. Alors la 5. Hélène Couturier, dont le prochain roman, Un homme raisonnable, est attendu début 2026 chez Rivage. Quelle est la chose la plus immorale que tu as fait faire à un de tes personnages en le jalousant presque de l'avoir fait? Peut-être la joie d'avoir commis un truc, vraiment un casse, vraiment un truc de très réussi et de se saouler la gueule après. En fait, je ne bois pas et donc je bois pas parce que je suis quelqu'un de raisonnable, j'ai des enfants, je travaille et puis surtout je me lève le matin et j'ai le souvenir des lendemains quand on a bu, donc je ne bois pas. Elle ne boit plus, disons. Mais ça, pouvoir se saouler la gueule, mais sans vraiment
forcément avoir d'arrière-pensée, de mauvaise conscience. Juste le plaisir de l'ivresse. Juste le plaisir, vraiment le plaisir de l'ivresse, c'est très juste. C'est pas tellement se saouler la gueule, c'est cette ivresse-là. Mais cette ivresse qu'on peut atteindre différemment aussi, parce que moi j'aime l'ivresse, mais cette ivresse avec ses excès absolus. Et je pense, moi, à chaque fois, à un moment donné, au moment du débordement de l'excès, j'ai un truc qui me dit, Pascal, attention, demain tu te lèves, il faut les enfants, le machin. Et donc, voilà. L'excès, en fait, l'excès. Peut-être j'ai envie et leur excès. Donc, il nous reste la question 2, une consoeur aussi, Michel Pedignelli. Ah, oui, très bien. Autrice d'un true crime, d'inceste qui a assez gratiné, Le pire des crimes, qui vient de sortir aux éditions La Manufacture des Livres. Michel souhaite savoir comment vous faites, Pascal Fontenot, pour vivre sans baignoire. Si je suis bien renseigné, la question n'est pas anodine, parce que vous la chambrez régulièrement quand elle poste une photo de la mer à Nice, en lui disant que c'est sa baignoire. Et vous n'avez pas de baignoire, vous ? Si, j'ai une baignoire, mais je prends même, c'est honteux, mais je prends un bain tous les soirs en m'excusant pour la consommation de l'eau, c'est ça. Mais non, en fait, elle a ce truc un peu, je dirais, elle vit à Nice. Et donc, de sa maison, Nice, on peut avoir des points de vue un peu hauts, en fait. Et du point de vue de sa maison, elle voit effectivement la Méditerranée. À Nice, la Méditerranée est particulièrement jolie parce qu'elle est particulièrement bien éclairée. On est loin de la mer du Nord. Et donc, elle a cette habitude de poster ça. Ce qui est un peu agaçant, en fait. Un peu énervant. Un peu agaçant, et puis un peu, je sais pas, moi je ne poste pas des images de mes plats ou de tout ce que je fais de formidable, en fait. Et tant qu'elle, en plus, elle n'y peut rien, elle a quelque chose à regarder. Et donc je lui dis toujours, arrête de poster des histoires de ta baignoire, des photos de ta baignoire. Et donc voilà, c'est devenu un gimmick. Et donc c'est une petite chambrure entre copines. Ah ouais, ouais. Et donc maintenant, chaque fois qu'elle poste une de ces photos où on voit la Méditerranée, elle me tague à chaque fois en disant ouais, c'est pour Pascal, c'est ça. Donc, Un petit conseil de lecture pour terminer. Alors, ça peut être le dernier livre que vous avez lu qui vous a vraiment renversé, ou un classique. C'est toujours difficile de dire un livre. Alors, j'irais Jérôme Leroy, La petite fasciste, que je trouve vraiment Manufacture des livres, très bien. Et sinon, mon auteur préféré, c'est Chris Offutt. Ah oui. Qui est vraiment, qui est aussi un excellent nouvelliste, en fait. Ouais, j'adore. Donc, Chris Offutt ou La petite fasciste de Jérôme Leroy. Merci beaucoup, Pascal. C'était un pour plaisir l'accueil, la conversation. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Belgique, un recueil de nouvelles aux éditions Caire. Merci aussi à Pierre-Étienne Bonnet, Bavard Productions, Marie Couratin, Hélène Couturier, Cédric Fabre, Boris Goertz, Annick Janssens, Michel Pedignelli et Jean-Christophe Tixier. Merci encore à vous toutes et tous de votre fidélité et à bientôt. Vous venez d'écouter Asphalt Jungle, le podcast littéraire de Philippe Manche. Pour nous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter, de mettre des étoiles et surtout d'en parler autour de vous. Gros bisous, bonne journée. Merci Pascal, à bientôt.